religious leaders for long. Donc pendant de nombreuses années, à voyager de par le monde pour rencontrer ces responsables politiques et religieux et essayer de travailler avec eux. Welcome, Ambassador. Yeah. Ancien ambassadeur de Madagascar à l'UNESCO qui est arrivé. Since after our founder passed away, the co-founder, Dr. Hak Ja Han Moon, is promoting this activity much faster and much stronger level in the world. Donc depuis le décès de son mari, l'épouse de notre fondateur, Madame Moon, a vraiment lancé ses activités à une dimension encore plus intense à travers le monde entier. Probably my colleague Jacques Marion will report to you about the event in South Africa, Zimbabwe and Nepal. These are the fantastic events. Je pense que mon collègue Jacques Marion vous parlera un petit peu des projets, des sommets qu'il y a eu justement au Népal, en Afrique du Sud, etc. And also this World Summit in Seoul, Korea, this is also very impressive or meaningful in many ways. Et aussi ce sommet mondial à Séoul était très impressionnant de beaucoup de façons différentes. One of the points is this summit was held in the city of Seoul, Korean Peninsula. As you know, that the Korean Peninsula is burning now. Of course, the meeting with President Trump and Jong-un Kim is not so good at this time, but the atmosphere or some kind of the passion, enthusiasm to seek for the reunification of the Korean Peninsula is uprising very, very much. Comme vous le savez, donc Séoul, c'est la péninsule coréenne, c'est l'endroit où il y a beaucoup de passion en ce moment. Concernant la réunification de la Corée, même s'il y a un peu de difficulté entre Trump et Kim Jong-un, en fait, il y a quand même beaucoup de passion dans ce pays pour essayer d'arriver à une solution de paix et de réunification. Partly because of that, this summit attracted many top leaders in the world, and we invited some of the top leaders from USA, and in case of Europe, we could have it was our great honor to have a former Prime Minister of Portugal, Mr. Barroso, to this conference. This was very, very fantastic. Donc, en partie pour cette raison, justement, certaines personnalités du monde entier sont venues parce que c'était intéressant pour eux de venir en Corée. On les a donc invités. On a eu donc des personnalités importantes qui sont venues, notamment José Manuel Barroso, qui était l'ancien Premier ministre du Portugal et aussi président de la Commission européenne. And all the discussions made in Korea is very meaningful and fruitful. We wish to expand this one to all around the world more, to bring peace, to become a peacemaker of the world. Donc les discussions étaient intéressantes, importantes, et on espère vraiment pouvoir développer ce genre d'activité pour justement répandre la paix dans le monde. I strongly believe that the yellow color yellow is a color of peace. Je crois vraiment que la couleur jaune est une couleur de paix. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vous invite, justement, comme annoncé, pour le rapport de Jacques Marion, président de la FPU France et même secrétaire général de la FPU de l'Europe, pour nous parler des événements en Corée. Voilà, veuillez l'accueillir chaleureusement. Je pense que ça marche. Oui, bonjour à tous, encore une fois. Merci Dr Otsuka d'avoir fait cette introduction. Je voulais justement dire quelques mots aussi un petit peu sur la Corée. Je vais donc vous faire un rapport sur, un compte-rendu un peu de cet événement. On a eu la chance d'avoir parmi vous, il y a deux participants qui ont été avec nous, Monsieur Michel Tauchon, qui se trouve ici, qui va donner son petit témoignage tout à l'heure. Il y a aussi Madame Andriane, excusez-moi, votre nom était... Voilà. En tout cas, la femme de l'ambassadeur de l'UNESCO à Madagascar, qui est aussi parmi nous, et qui nous a la chance d'avoir Madame avec nous en Corée. Peut-être elle pourra dire quelques mots aussi tout à l'heure. Donc voilà. Et Patrick Jouan, qui était aussi avec nous, parlera après moi. Et Michel donnera un compte-rendu, parce qu'il y a eu beaucoup d'activités. En réalité, c'est pas seulement le sommet mondial que nous organisons à cette époque, et comme c'est le début de l'année chinoise, ça tombe il y a beaucoup d'événements importants en Orient à ce moment-là. C'est le début de l'année pour donc les orientaux.
C'est aussi, pour en ce qui concerne notre mouvement, c'est l'anniversaire de nos fondateurs qui ont le même jour anniversaire, même si c'est des années très différentes, mais ils ont l'anniversaire le même jour, c'était le 6 janvier, selon le calendrier lunaire. Donc on a beaucoup d'occasions de célébrer et on va vous parler un petit peu de ces célébrations. On rassemble justement pas mal d'événements importants. Et notamment, je vous en parlerai, il y avait aussi un événement important qui était le 30e anniversaire du Ségué Ilbo, le Ségué Times, qui est un quotidien fondé par le révérend Moon, notre fondateur. Tout cela tournait beaucoup autour de l'indépendance de la Corée, en réalité, enfin de l'indépendance, pardon, de la réunification de la Corée, parce que bon, voilà le thème du séminaire, du sommet. Vous reconnaissez ce thème parce qu'on l'a utilisé depuis quelques années. C'est interdépendance, prospérité mutuelle, valeurs universelles. C'est un peu le thème qui porte nos activités depuis un certain temps. Et en fait, c'est un temps important pour les Coréens parce que c'est un anniversaire très important. C'est le 100e anniversaire, d'ailleurs le 1er mars, donc hier. C'était, enfin, il n'y a pas que le 1er mars, ça a commencé le 1er mars, on appelle ça le mouvement ou le soulèvement du 1er mars 1919. Rappelez-vous, la Corée était occupée par le Japon, il y avait donc une colonie japonaise assez dure contre les Coréens, et sans doute stimulée en même temps par la fin de la Première Guerre mondiale et par les préparatifs du traité de Versailles en Europe. Il y avait donc tout un mouvement qui se passait dans les colonies en Orient, et ça a suscité un mouvement de rébellion, de soulèvement de la population coréenne, qui a été très cruellement réprimé par les Japonais. Mais ce mouvement d'indépendance, c'est un peu un mouvement fondateur pour la nation coréenne moderne, en réalité. Et beaucoup de gens ont été tués, etc. Il y a vraiment, mais beaucoup de leurs héros sont là, et c'est un peu entré dans la conscience de la Corée moderne. C'est pourquoi, d'ailleurs, hier, l'ambassade de Corée avait une célébration aussi, 1er mars, et tous les Coréens dans le monde entier célèbrent cet anniversaire, ce centenaire donc du soulèvement du 1er mars. Et c'est à cette époque, c'est un peu aussi lié à cela que nous avons fait ce sommet, parce que c'est en même temps 100 ans. En même temps, c'est un avenir pour la Corée qui est en train de se décider, comme vous le voyez, à travers, bien sûr, toutes les nouvelles qui sont tout à fait récentes. Et d'ailleurs, on a demandé à professeur Jouve, qui est un expert sur la Corée, alors il a peut-être pas aujourd'hui, mais on lui a demandé de venir discuter d'un événement, justement, où on pourra discuter plus en profondeur de cela. Parce que le professeur Jouve est allé plusieurs fois en Corée, notamment en Corée du Nord. Il a l'expérience 17 fois en Corée du Nord, 17 fois en Corée du Nord. Professeur Jouve est un scholar, un érudit réputé en droit constitutionnel. Il a enseigné beaucoup de personnalités politiques dans le monde entier. Donc il est invité de par le monde parce qu'il a, je pense, créé des constitutions dans beaucoup de pays. Et notamment, il est allé en Corée du Nord plusieurs fois. Et du Sud aussi. Donc on aura l'occasion une autre fois d'en parler. C'est pour dire que c'était quand même un événement important. Et en fait, notre sommet est un peu motivé par cela, parce que en ce qui concerne nos fondateurs, si vous voulez, la FPU a toujours été très impliquée dans deux endroits très chauds dans le monde, le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, c'est un peu un centre de la source des religions monothéistes. En même temps, c'est le centre où il y a eu beaucoup de conflits entre religions. Donc, c'est un endroit où la paix est un problème très important. Et la Corée du Sud et la Corée du Nord, ça représente un peu la dernière division de la guerre froide, si vous voulez. Le dernier pays dans le monde qui est encore divisé après les divisions qu'on a connues pendant la guerre froide entre le communisme et le monde démocratique. Et donc nous pensons, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, dans la mesure où nos fondateurs sont coréens, et ils étaient d'ailleurs d'origine de Corée du Nord, ils étaient réfugiés eux-mêmes pendant la guerre de Corée, ils sont descendus dans le sud, enfin nos fondateurs ont vécu cela personnellement, et beaucoup de Coréens ont vécu ça dans leur vie, c'était très douloureux. Et en même temps, donc, la réunification de la Corée, possible, en tout cas la paix dans la péninsule coréenne, est une question très importante parce que ça touche à des questions profondes, idéologiques. On ne peut pas les résoudre simplement politiquement. Politiquement, on sait qu'il y a des enjeux importants
Mais on voit bien ce qui s'est passé hier ou avant-hier, c'est qu'en réalité, c'est pas simple de résoudre ces problèmes politiques parce que les problèmes sont très profonds. Et notre fondateur lui-même, a toujours insisté que pour résoudre les problèmes de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, on doit vraiment aller au plus profond du cœur des gens. C'est vraiment une question profondément idéologique même. Et donc ce sont tous des thèmes qui en fait sous-tendent nos activités et notamment qui sous-tendaient ce sommet. Voilà, c'était pour une petite introduction et je vais simplement maintenant vous en donner, à travers des diapos, je vais vous en donner un compte rendu et à la fin vous pourrez avoir des questions si vous le désirez. Donc nos sommets c'était très important, il y avait quand même 1200 personnes, il y avait plus de 700 invités de l'extérieur, donc de l'extérieur de la Corée, de nombreux Coréens bien entendu, et toujours des personnalités de haut niveau, notamment en introduction, c'était l'ancienne présidente de Sainte-Lucie, l'ancien Premier ministre du Japon, c'était le ministre du Cambodge, de la Défense. On a actuellement, la FPU a des liens assez étroits avec beaucoup de personnalités au Cambodge. Je pense que parce que la FPU parle de paix d'une façon assez profonde, en parlant de résoudre les problèmes politiques. Le Cambodge est un de ces pays qui a eu des problèmes profonds, des problèmes entre eux, et qui ne sont pas simples à résoudre. Et ce n'est pas simplement par des questions, des traités de paix politiques qu'on peut les résoudre. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les activités telles que la nôtre, où on cherche toujours à assurer ou enfin encourager cette collaboration entre les leaders religieux, les leaders politiques, c'est très important dans des pays qui ont connu des conflits profonds, comme notamment le Cambodge. Alors, le sommet a commencé le 8 février, c'était au matin, par une grande réunion importante qui était, en fait, il y avait donc plus de 40 anciens ou quelques chefs d'État, et enfin surtout des anciens chefs d'État et de gouvernement, vice-présidents, etc., parce que le but était de inaugurer le Conseil au sommet pour la paix mondiale. Alors vous savez que nous avons, depuis un certain nombre d'années, inauguré une activité avec des parlementaires, qu'on appelle l'Association des parlementaires pour la paix, et une association interreligieuse, notamment l'année dernière, c'était un peu le focus de nos activités l'année dernière, Association interreligieuse pour la paix et le développement. Ce sont les deux branches, les deux directions que la FPU a toujours prises depuis déjà de nombreuses années. Et sur cette base-là, notre fondatrice est justement en même temps pour aider la Corée dans cette idée qu'on devrait mobiliser davantage des personnalités au plus haut niveau, donc des personnes politiques qui ont été des chefs d'État, des anciens chefs d'État, etc. Donc il y avait une quarantaine de ces chefs d'État ou anciens chefs d'État qui étaient invités. Alors ils étaient c'était vraiment très cérémonieux. Les Coréens sont champions dans le cérémonial. Alors vous reconnaissez les Petits Anges, qui est la troupe qui est venue plusieurs fois en France et qui a chanté l'hymne national, et ils recevaient chacune de ces personnalités qui allaient s'asseoir sur la scène avec des fleurs. Donc c'était à la fois chaleureux et à la fois assez grandiose. Dans notre région, puisque UPF, Europe et Moyen-Orient sont unis en ce moment, ça inclut l'Iran, ça inclut l'Afghanistan. Vous voyez, on va très loin dans notre région UPF actuellement. Et donc on avait un ancien vice-président de l'Iran qui était là, et Karim Khalili, qui est le président actuel du Haut Conseil de la paix en Afghanistan, qui est un ancien vice-président. Pendant longtemps, il était vice-président d'Afghanistan. Et voilà, et il y en avait d'autres. On avait une dizaine en Europe, on avait une dizaine d'Européens, notamment des anciens présidents des Balkans, notamment de Biélorussie, de l'Albanie, du Kosovo, de Croatie, etc., etc. Et il y avait effectivement M. Barroso qui est venu, donc, mais il n'est pas venu pour la première session, il n'a pas pu venir pour la première session, il va parler dans la deuxième session, il va donner un discours sur la paix, sur la péninsule coréenne. Donc voilà, c'était très grandiose, tout le monde était assis, c'était vraiment un magnifique setup, comme on dit, si vous voulez. Ça, c'est notre président international, Dr. Walsh, qui a introduit cette cérémonie. Et donc vous en voyez quelques-uns ici. Alors on avait des gens qui sont assez connus, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas, parce que la politique divise les gens. Mais nous, on a l'habitude de rassembler les extrêmes. Et quand vous allez dans nos réunions,
vous trouvez des gens qui sont à l'extrême religieux, des gens très religieux, extrémistes, peut-être chrétiens, musulmans, etc. Donc vous trouvez toutes sortes d'extrémités. Et sur le plan politique aussi, on aime rassembler les extrêmes. Alors on avait des gens qui sont un petit peu, bon, c'est pas des extrémistes, mais ils sont quand même reconnus comme étant des faucons américains. Dick Cheney, qui était le vice-président donc de George Bush, et qui est un des artisans de la paix, enfin disons de la guerre au contraire, de la guerre en Irak. Et il y avait aussi Gingrich, qui était longtemps un président de l'Assemblée nationale, enfin de la Chambre des députés américaine, qui est un homme de droite très connu, conservateur, disons. Et donc voilà, ce sont des personnes qui représentaient un peu la droite américaine. Mais pour nous, c'est important d'avoir des personnes de tous bords. Et Madame Moon veut vraiment être... Parce qu'il y avait aussi des gens, alors, de tout à fait un autre bord politique, qui étaient assis sur la scène. Et parce que cette idée qu'on ne peut construire la paix que si on peut dépasser les conflits de droite et de gauche. Ça, c'est vraiment la philosophie de base de notre fondateur. Il dit il n'y aura pas de paix sans une philosophie head-wing. Head-wing, ça veut dire... C'est pas le right wing, c'est pas le left wing, donc la gauche ou la droite, qui sont des idéologies de pouvoir. Il faut une idéologie centrée sur la tête, parce que c'est la tête qui est capable d'harmoniser la main gauche et la main droite. Ça veut dire la tête, donc il faut une idéologie plus spirituelle. En réalité, il parle de Dieu, clairement, et il dit que sans Dieu, on ne peut pas vraiment réunifier le monde, en réalité, sans avoir une vision qui dépasse justement la droite et la gauche. C'est pourquoi on avait des gens de tous bords. Ça, c'est l'ancien président, enfin, il a un titre royal, si vous voulez, c'est son Altesse royale de Samoa. Ça, c'est l'ancien président du Mali. Ça, c'est le président Mossiu, un homme très respecté en Albanie, qui a permis à l'Albanie d'entrer dans l'OTAN. Et ça, c'est donc l'Afghan, M. Khalili. Ça, c'est M. Shushkevich, qui est un des signataires, qui était le premier président de la Biélorussie indépendante. Donc c'est lui qui a signé avec M. Kravchuk et avec Yeltsin le démembrement de l'Union soviétique. Donc voilà, ce sont des gens qui ont eu un rôle assez important dans l'histoire. Ça c'est Gingrich, ça c'est de Cheney donc, et ça c'est le ancien président de la Bosnie, que nous avions aussi invité. Voilà, il y avait aussi donc quelques chefs d'État actuels, des petites nations, mais quand même, c'est des chefs d'État, donc ils avaient la priorité pour parler. C'était le chef d'État de São Tomé et Principe, une petite île, vous connaissez, pas loin du Gabon. Donc monsieur, comment s'appelle-t-il, Carvalho. Il avait un bras cassé, mais il est venu quand même. Il s'est cassé le bras juste avant le sommet, mais il est quand même venu au sommet. Et il est très intéressé d'ailleurs par nos activités éducatives pour la jeunesse. C'est une des choses qui l'intéresse et c'est une des choses pour lesquelles il est venu d'ailleurs, parce qu'il avait été invité à notre sommet au Sénégal. Et voilà, il a envie d'une collaboration un peu plus profonde avec l'UPF. Et ça, c'est gouverneur de Tuvalu, donc qui est une île de l'océan Pacifique, donc qui est le chef d'État de cette nation. Voilà, donc ça, c'est les hommes, les Américains, alors qui ont fait un peu jaser, parce que Cheney n'est pas... surtout Cheney, qui était très instrumental pour faire la guerre d'Irak. Alors le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. D'ailleurs, notre fondateur lui-même était le plus opposé contre la guerre en Irak. Il a tout fait pour essayer, enfin tout fait à travers les contacts politiques qu'on avait pour chercher à essayer d'empêcher la guerre en Irak, parce que c'était quelque chose, il croyait que les conséquences, et je pense qu'il avait raison, les conséquences à long terme seraient très dommageables. Mais bon voilà, M. Cheney était là. Et notre fondatrice, donc Madame Moon, c'est elle, comme l'a dit Dr Otsuka, c'est elle qui a vraiment, comment dire, elle est à fond, enfin, elle était très silencieuse du temps de son mari, quand son mari était vivant et menait les activités, mais quand elle s'est mise elle-même à lancer les choses, elle a pris une dimension, alors là, je dois dire, très très intense, et c'est elle qui fait bouger les choses. Donc voilà, elle était l'hôtesse de ce sommet, et elle en était la fondatrice. Et voilà, elle a parlé, elle a donné un long discours
Elle a beaucoup parlé de Dieu et elle a terminé en disant « Servir Dieu, le Parent Céleste, c'est la seule voie à suivre pour l'humanité. Veuillez vous joindre à moi pour bâtir un monde de paix, un monde d'une seule famille mondiale. » Quand elle parle à des gens comme ça, elle ne leur parle pas politique, elle leur parle surtout spiritualité. Voilà. C'est ça son message en tout cas. Et je dois dire que de façon assez incroyable, certains de ces politiciens sont très très touchés, notamment le vice-président de l'Iran a écrit une lettre en disant à quel point il a été touché par son message. Il a dit je n'oublierai pas parce que peut-être elle ose parler de Dieu à un moment où les gens ne parlent plus de Dieu. Et il y avait un jeune parlementaire bosniaque qui m'a dit que il a dit, bon, moi, je ne sais pas pourquoi j'étais venu, mais quand j'ai écouté cette dame coréenne, alors là, j'ai compris qu'aucun politicien ne peut parler comme elle, et il a été très, en tout cas, il était très stimulé. Donc, il y a des gens chez qui ça résonne, si vous voulez, ce besoin de spiritualité pour faire la paix dans le monde. Voilà. C'est notre fondatrice. Alors, après, il y a eu certaines cérémonies, certaines personnalités ont reçu des médailles particulières pour la fondation de ce conseil au sommet. Vous la voyez ici, c'est le président Moïsiu, donc. Ça, c'est Chenet. Alors, Chenet ne voulait pas trop, je pense, recevoir la médaille, mais elle a insisté qu'elle lui donne. Elle a dit non, non, vous devez être inclus. Et elle lui a mis la médaille autour du cou. Donc, alors, il y a des gens qui ont dit, mais comment on met cette médaille autour du cou de Chenet? Mais vous voyez, la logique de la fondatrice est différente. C'est pas une femme politique, c'est une femme qui dit on doit rassembler des gens de tous bords. De tous bords. Et ça, c'est vraiment c'est comme ça que notre mouvement a fonctionné. Vous savez que notre fondateur est allé voir Kim Il-sung et il a embrassé Kim Il-sung et ils ont créé des liens avec Kim Il-sung qui durent jusqu'à aujourd'hui. Même avec Kim Jong-un aujourd'hui, il y a des liens par derrière qui fait que, si vous voulez, on garde des liens parce que c'est très important. Si on n'a pas ces liens comme base, on ne peut pas vraiment aller vers une paix plus profonde. Voilà, donc à l'Oriental, elle a sonné le gong 3 fois pour montrer l'inauguration du Conseil au sommet. Et elle a signé aussi la résolution. Et en fait, ce Conseil va être inauguré progressivement à travers le monde. Et la première assemblée sera dans 1 an. Et donc, je peux vous dire que l'année prochaine, ça sera quelque chose, alors là, une dimension beaucoup plus grande encore, d'après ce que j'ai compris, parce que 2020 sera la grande année pour la FPU. Tout sera fait à une dimension multipliée par 10, j'ai l'impression. Donc, c'était juste une sorte de, comment dire, d'essayage, de répétition. C'était une répétition, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Donc voilà, en tout cas, l'année prochaine, je pense qu'il y aura plus de gens qui viendront. Mais le but n'est pas de faire un sommet magnifique. Hein. Le but, c'est vraiment de voir comment, en mobilisant ces gens, on peut chercher à faire bouger les choses au niveau politique, notamment dans un pays comme en Corée, où vous voyez bien ce qui s'est passé entre Trump et Yoon il y a 2 jours, ça ne marchait pas. On a beau créer des liens, c'est pas évident. Hein. Il y a vraiment des choses profondes qui ne sont pas évidentes à résoudre. Il y a eu donc un repas particulier avec toutes ces VIP, et alors c'est là que, donc vous voyez, alors Barroso est arrivé à ce moment-là, il est arrivé au moment du repas, et il était là, vous voyez assis à côté donc de notre fondatrice là, vous le reconnaissez je pense, il a été pendant 10 ans président de la Commission européenne, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, jusqu'en 2014, je crois de 2004 à 2014, et c'est lui qui va ouvrir la session numéro 2, alors j'ai mis 2 sessions ensemble parce on avait tellement de personnalités qu'on n'avait pas la place pour les faire parler. Donc on a dû faire des sessions après le dîner. C'était très compliqué parce que le temps était trop court et il y avait malheureusement un bon nombre de personnalités qui n'ont pas eu l'occasion de parler. Donc là, je pense que la prochaine fois, ça sera quelque chose, on va multiplier, je pense, ce genre de conférences pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Alors voilà, c'est M. Barroso, donc, qui est ancien président de la Commission européenne, qui est pendant 10 ans, qui a donné un très bon discours, qui a parlé sur... Il a fait une sorte de parallèle entre, si vous voulez, l'expérience européenne, notamment l'Allemagne, la réunification de l'Allemagne et l'Europe, et la réunification possible de la Corée. Même si ce n'est pas un expert, il ne s'est pas présenté comme un expert coréen, mais il a parlé, il y a eu quelques questions, etc. Bon, c'était assez court, mais c'était quand même assez marquant. Ensuite, les chefs d'État ou anciens chefs d'État ont fait aussi leur propre discours. On avait des premières dames aussi qui étaient là, la première dame de Colombie, la première dame de Palau, qui ont aussi eu l'occasion de parler. Ça c'est Moïsiu, ça c'est, je pense, quelqu'un de l'Amérique latine.
Et il y avait une autre session, donc ça c'est Jerry Rawlings du Ghana, qui est aussi un célèbre président africain, qui était là aussi parmi nous, et d'autres encore. Hein. Ça c'est donc le Budimir de Bosnie, et ça c'est M. Shushkevich du Bélarussie. Bon, il y a eu, comme on invite beaucoup de personnalités du monde politique, enfin parmi les parlementaires et les religieux, il y avait donc deux sessions concurrentes, enfin on ne dit pas concurrentes en fait, c'est une erreur de traduction en français, parallèles. Voilà, j'ai concurrent session, c'est moi qui ai traduit très rapidement, excusez-moi, c'est sessions voilà, parallèles des assemblées mondiales de l'association des parlementaires et l'association interreligieuse. Alors, on avait des parlementaires intéressants. Il y avait notamment cette dame, Madame Quintanilla, était une femme très forte, une Espagnole, qui est vraiment championne pour la cause des femmes, pour la cause de la liberté, enfin de l'égalité féminine, et plus encore. Ça, c'est Monsieur Kutaya, qui est un des responsables au Parlement maltais, qui est venu à plusieurs de nos réunions, et je pense d'autres encore que je ne reconnais pas ici. Il y avait aussi alors une session interreligieuse, donc avec, on avait d'Europe, on avait le responsable des Druzes d'Israël, vous savez la communauté druze, qui est une communauté à part en Israël, entre musulmane mais un peu spéciale, hein, qui a sa propre identité historique et qui sont très importants, enfin très nombreux au Moyen-Orient. Donc le chef des Druzes d'Israël était là, et il y a eu aussi un pasteur tchèque qui représente une église protestante de République tchèque. Il y avait aussi, donc, vraiment, toutes les religions étaient représentées en réalité. Alors, le deuxième jour était marqué surtout par le prix Sonac de la paix. Alors, vous savez, le prix Sonac de la paix, c'est un prix très important qui est donné toutes les 2 ans. C'est la 3e fois qu'il est donné. Il a été initié il y a 4 ans maintenant. C'est un prix qui honore un individu ou une organisation ayant contribué à la paix mondiale. C'est un prix de $1 million, donc c'est un prix très important. Et il a été jusqu'à présent divisé en 2, c'est-à-dire qu'il a été partagé en 2. À chaque fois, il y a eu 2 lauréats. Et ce sont des personnes qui sont choisies soit en fonction de leur travail pour le développement humain ou les droits de l'homme, ou alors la résolution des conflits, la réconciliation des conflits, ou la conservation de l'environnement. Les premiers lauréats du prix de la paix étaient ceux qui ont été des personnalités qui ont de l'Asie, notamment M. Tong, qui était le président des îles Kiribati, qui est connu pour son action en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que les îles Kiribati sont en train de disparaître progressivement sous l'eau, et il a fait toute une lutte à l'ONU. Et il y avait aussi M. Gupta, qui est un homme qui a fait quelque chose de très important en Asie du Sud-Est, en développant l'aquaculture, un système d'aquaculture qui a permis à beaucoup de populations pauvres en Asie du Sud-Est d'obtenir une sécurité alimentaire. Ensuite, l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, donc il y avait l'Italien Gino Strada, qui est un homme qui fait de l'humanitaire de façon incroyable en Afrique, qui opère pratiquement gratuitement des enfants qui sont victimes de guerres civiles, etc. Et il y avait Madame Yacoubi, qui est aussi une femme formidable, qui est une ancienne réfugiée afghane et qui a lancé tout un système d'éducation pour les jeunes filles et les femmes réfugiés afghans. Et il y en a des millions. Donc c'est vraiment une femme qui a marqué les réfugiés afghans dans le monde. Et voilà, donc c'était les 2. Et maintenant, donc, ceux qui ont été choisis étaient spécifiquement choisis pour l'Afrique. En ce qui nous concernait, 2018 était l'année de l'Afrique. On a eu beaucoup d'activités en Afrique, importantes. Et je pense le comité a décidé de se concentrer sur l'Afrique et a donné donc le prix de la paix à 2 personnalités qui se sont partagées le prix. L'une, c'est Waris Diri, je ne sais pas comment on prononce exactement, qui est une Somalienne, qui était une top modèle, un mannequin, donc très connu, une très belle femme, qui a été donc mannequin, et surtout qui est connue pour avoir lancé la campagne contre les mutilations féminines génitales féminines, donc l'excision. Elle a lancé cette campagne dans le monde entier. C'est une femme qui a traversé cela elle-même dans sa propre vie, dans son propre corps. Elle a parlé, c'est incroyable. C'est une femme qui est assez
remarquable, je dois dire, qui est étonnante par sa personnalité. Et le deuxième, cet homme qui est lui aussi, mais alors très différent, mais alors une dimension complètement différente. Il est le président actuel de la Banque africaine de développement. C'est un Nigérian qui a été ministre de l'économie dans son pays, donc Adesina Akinwumi. Et c'est un homme qui a lancé des programmes de développement agricole chez les petits fermiers en Afrique, à travers un système d'engrais, un système de développement agricole qui permet aux petits fermiers de se développer, notamment en luttant contre la corruption, parce que c'est un des grands problèmes là-bas, en permettant à ces petits fermiers d'obtenir des engrais directement par le gouvernement à travers un système de téléphone cellulaire. Donc on leur distribue des téléphones cellulaires, ils reçoivent et ils payent disons, ce qu'ils doivent au gouvernement à travers le téléphone, sans passer par les intermédiaires. Donc il y a tout un système qui a été établi, qui fait que cet homme est déjà très reconnu. Il avait reçu, il n'y a pas si longtemps, je crois il y a 2 ou 3 ans, le World Food Prize, donc le prix mondial, je ne sais pas comment on dit en français, enfin le World Food Prize, qui est très, très connu pour la sécurité alimentaire. Et voilà, donc ce sont les 2 personnes qui étaient, je veux dire qu'elles ont vraiment un peu illuminé le sommet, tous les 2, hein, et cette cérémonie était magnifique. Je dois dire que c'était extraordinaire. Vous la voyez, c'est une femme qui ne peut pas se contenir, qui ne peut pas rester en place. On a eu de la chance qu'elle soit restée assise pendant le temps du sommet, parce que c'est une femme qui dit, d'ailleurs, qui jure, comme un charretier, c'est vraiment, elle est extrêmement intéressante. Une femme super intéressante, mais une vie aussi incroyable, une vie dans la souffrance, mais qu'elle a transformée, et à travers cela, elle a aidé finalement des milliers, sans doute, ou des millions peut-être de jeunes filles à éviter ce problème-là. Parce qu'elle a fait, je crois, interdire par l'ONU. Je pense que sa campagne est montée jusqu'à l'ONU, et l'ONU finalement a lancé une interdiction, bon, ce qui n'est pas toujours respecté, on le sait, hein, mais en tout cas, voilà, elle a fait prendre conscience. Ça, c'est notre fondatrice, donc la fondatrice du prix, Madame Moon, et ça, c'est le Dr Hong, qui est un homme très respecté, ancien président de Korea University, enfin un académique très respecté en Corée, qui est le président du comité du prix Sonal de la paix. Alors, chacun, donc vous voyez, elle était aussi ambassadrice spéciale des Nations Unies pendant plusieurs années, donc ça fait déjà des années qu'elle est connue et reconnue pour ce travail. Elle vit d'ailleurs en Autriche, elle est basée actuellement en Autriche. Elle ne pouvait pas rentrer en Somalie en réalité, c'est-à-dire que ses positions ont créé beaucoup de problèmes dans son pays. Et elle s'est élevée contre, elle a critiqué sans doute les gens, notamment des autorités religieuses et autres, donc c'était pas évident. Et lui aussi, donc, Banque africaine de développement, il a fait tout un speech. Si vous êtes intéressé, on a le speech, je peux vous le donner. Il est vraiment, c'est un homme qui a, je voudrais dire que quand on a vu cet homme-là, et elle aussi, on avait une sorte de, c'est comme si l'Afrique était le futur, quoi. C'est-à-dire qu'il présentait, on avait l'impression que l'Afrique ouvrait le futur. C'est quelque chose qui était incroyable. Il avait une confiance extraordinaire dans le futur de l'Afrique, notamment comme source de nourriture, enfin comme source de développement alimentaire. Alors il y a eu une cérémonie magnifique avec les petits anges, avec des chanteurs bien connus de Corée. Donc c'était vraiment du très haut niveau, et c'était très chaleureux, et c'était vraiment, je dois dire, formidable. Et alors l'année prochaine, il y aura le prix de la paix. Normalement il est donné tous les 2 ans, mais comme l'année 2020 sera une année spéciale, parce qu'en réalité 2020, c'est aussi le centenaire de notre fondateur. Donc et en même temps, 2020, voilà, 2020, il y a beaucoup de gens qui comprennent que c'est une année un peu charnière, si vous voulez. Donc les choses se feront en grand en 2020, et il y aura encore un prix de la paix qui va être décerné l'année prochaine. Voilà. Alors, il y avait justement donc le président de World Food Prize Foundation, qui est venu, un Américain, ambassadeur Quinn, qui est le responsable de ce fameux World Food Prize, et qui a témoigné justement à propos de Adesina Akinwumi, parce que c'est lui qui l'a porté un petit peu pendant plusieurs années. Alors bon, je cite un extrait de son discours. L'Afrique peut-elle se nourrir elle-même? C'est lui qui parle. Hein. En fait, il donne un message de félicitations à M. Adesina Akinwumi. L'Afrique peut-elle se nourrir elle-même? Lors d'une conférence sur les investissements en Afrique,
Dr. Akezina, a fasciné les participants en répondant oui, l'Afrique le peut. Enfin, il a vraiment montré le côté, disons, vraiment extraordinairement plein d'espoir, si vous voulez, que cet homme portait. Et très intéressant, alors c'est la première dame de Somalie qui était là, qui a donné son message de félicitations à Madame Waris Dirie. Et ça, c'était étonnant, parce que vous savez, comme j'ai dit, elle ne pouvait pas entrer dans son pays. Et cette femme a parlé avec beaucoup de cœur, beaucoup de chaleur. Et, vous voyez, elle a dit, elle lui a parlé, à la fin, elle a dit, Mrs. Dirie, vous n'êtes plus seule à présent, je vais me joindre à vous pour bâtir un monde de paix. Elle a retracé les difficultés que les jeunes filles dans son pays traversent, parce que, bon, en Somalie, mais aussi ailleurs, ce problème de l'excision, c'est un problème qui existe, notamment dans son pays, elle le sait. Et il y a eu une lutte extraordinaire. C'est un problème de mentalité, c'est un problème de lutte contre les préjugés religieux, etc. Donc c'est vraiment un problème en profondeur. Et elle a donné un message extraordinaire. Je dois dire que très touchant, et très touchant pour Madame Dirie aussi, en réalité. Voilà. Donc voilà, c'était le prix de la paix qui s'est passé. Ensuite, il y a eu... Alors dans l'après-midi, il y a eu, justement, comme c'était la péninsule coréenne qui était l'enjeu le plus important, il y a eu un grand colloque, si vous voulez, de 2 sessions pendant le sommet sur cette question de la péninsule coréenne. Alors avec des experts internationaux, des experts coréens, il y avait des personnalités assez connues. D'abord, le Premier ministre de la Corée est venu, il est venu ouvrir le colloque, le Premier ministre coréen, parce que l'enjeu était très important, donc c'est lui qui est venu donner un message d'ouverture du colloque. Et il y avait donc des personnalités du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'unification de la Corée, qui est un ministère à part en Corée, et il y avait aussi des personnalités étrangères comme l'ancien Premier ministre du Canada, Stephen Harper. Il y avait aussi Christopher Hill, qui est un ambassadeur américain qui a été longtemps impliqué dans les discours, dans les pourparlers pour l'unification de la Corée du Sud et Corée du Nord. Donc vous voyez, ce genre de personnes, il y en avait d'autres encore, ils ne sont pas tous là, voilà, vous voyez une photo de famille là, tout le monde se tient les mains, voilà, c'est un... Bon, en tout cas, on fait montre de solidarité, parce que c'est pas évident. Et ce qui manquait, c'est les Nord-Coréens, tout le monde a dit, même Michel m'a dit aussi, on a besoin des Nord-Coréens, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Alors on espère que l'année prochaine, les Nord-Coréens seront là, parce que c'était un petit peu, c'est encore un peu chaud, hein. Il y a, même s'il y a des relations avec la Corée du Nord, c'était quand même un peu, comment on dit, one-sided, enfin, d'un côté, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment parler avec les Nord-Coréens eux-mêmes. Et je pense que l'année prochaine, ça se fera. Voilà, et ça s'est terminé par un grand programme, comme on le fait d'habitude, qui est à la fois une célébration d'anniversaire des fondateurs, en même temps un grand programme culturel près de Séoul, dans ce grand stade qui est construit justement par notre... Enfin, qui est un stade construit à Champion, où nous avons beaucoup de nos activités. Il y avait 15 ou 20 000 personnes qui étaient là, notamment toutes les personnalités étaient assises au premier rang. Et il y a eu vraiment... D'abord, il y a eu une cérémonie interreligieuse, toujours. On invite des personnalités religieuses à parler. Ça, c'est un moine qui est responsable des bouddhistes thaïlandais en Belgique, au Luxembourg. Un homme très respecté chez les Thaïlandais. Lui, il vient, je pense, du Moyen-Orient, mais j'ai oublié son nom et son origine. Et ça, c'est un... Alors, lui, c'est un Sud-Africain qui est une église... Alors là, qui est une église qui a des centaines de milliers de personnes. Si vous regardez, il s'appelle Radebe. Il s'appelle Prophète Radebe. Et c'est un homme qui a vraiment des disciples qui sont très, très, très fidèles à lui, qui font beaucoup de bruit. C'est un homme assez intéressant, très intéressant. Voilà, qui est venu, qui est participé à plusieurs de nos activités, qui va faire d'ailleurs avec nous un grand rassemblement le 9 juin à Johannesburg, donc dans un stade. Donc je crois qu'il y aura un grand rassemblement centré sur la famille, sur la bénédiction familiale, etc. Voilà, donc c'est M. Radebe. Il y avait donc un programme culturel, à la fois une comédie musicale, à la fois avec un message, si vous voulez, un peu spirituel, un peu religieux. En fait, on parlait de Jésus, de la vie de Jésus, de la mort de Jésus, on parlait du Jardin d'Éden. Enfin, c'était assez biblique comme contenu. Et puis, il y avait un programme très intéressant, toujours du ballet universel, vous savez, qui est une compagnie de ballet, qui a été fondée par le révérend Moon, et qui est une compagnie qui va dans le monde entier, qui était venue d'ailleurs au Palais des Congrès ici,
et qui fait de la danse, qui allie la danse classique avec la tradition orientale. Et donc c'était Don Quichotte, le ballet Don Quichotte, bien connu, qui était dansé par ces Coréens. C'était magnifique. Voilà. Alors il y avait d'autres choses plus traditionnelles. Bon, d'abord Tong, qui est donc le lauréat dont j'ai parlé, l'ancien président des Kiribati maintenant, qui a donné son message de félicitations. Et puis il y a alors les présidents étaient invités pour mélanger le bibimbap. Bibimbap, c'est le riz coréen, on mélange les légumes. C'est la tradition d'anniversaire, c'est-à-dire celui dont on fait l'anniversaire doit nourrir les gens. On doit nourrir les autres. Donc ils sont tous venus, tous les présidents, toutes les grandes têtes sont venus. Et ils ont mélangé le bibimbap, on mélange le riz avec les légumes, et après on distribue à tout le monde. Voilà, c'est une sorte de cérémonie traditionnelle. Et ça s'est terminé donc par un banquet. Je voulais juste vous montrer quelques photos parce que, bon, Madame Schöpges, qui travaille avec nous depuis un certain temps, qui est l'ancienne présidente du Parlement de Luxembourg, qui a donné un message très très profond. Ça, c'est l'ancienne présidente, je pense, du Paraguay, ou la première dame. Lui, c'est justement le druze, c'est le cheikh, c'est le responsable de tous les druzes en Israël. Et ça, c'est un monsieur qui est venu de Pékin, mais il est canadien, et surtout il a été envoyé par la directrice de l'UNESCO. C'est-à-dire que nous avions invité la directrice de l'UNESCO, c'est Patrick qui avait invité Madame Azoulay, la directrice de l'UNESCO à Paris, et qui a dit qu'elle pensait que le sommet était très important, mais qu'elle ne pouvait pas s'y rendre elle-même. Donc elle a demandé à un de ses représentants à Pékin de pouvoir venir à notre sommet, et elle a envoyé donc ce monsieur qui s'appelle Monsieur Frédéric Russell. Et voilà. Donc l'UNESCO était présent. Et voilà, c'était un peu notre fierté aussi d'avoir l'UNESCO parmi nous, bien sûr aussi avec vous présents parmi nous. Voilà, donc c'était le sommet. Je vais terminer par juste un autre événement qui a eu lieu juste après et qui était important parce que le Segé Times est un quotidien. Vous savez, notre fondateur a créé plusieurs quotidiens dans le monde. L'un est le Washington Times, qui est bien connu, qui est basé à Washington, et l'autre est le Segé Times, ou Segé Ilbo en Corée. C'est un quotidien parmi les grands quotidiens coréens, et il a fêté ses 30 ans d'existence. Comme c'est un quotidien, il y avait beaucoup de personnalités gouvernementales qui étaient là. Il y avait en fait, je crois, plus d'une dizaine de ministres du gouvernement qui étaient présents. Donc il y avait vraiment, le gouvernement était largement présent pour cette 30e anniversaire de commémoration du Segé Times. Et avec notre fondatrice au milieu, là, et puis un certain nombre d'autres personnalités. Et le président coréen avait envoyé un message donc à l'occasion de ce 30e anniversaire du Segé Times. Un message par vidéo, il n'a pas pu venir lui-même, mais il a envoyé ce message donc de félicitations pour les 30 ans d'anniversaire. Donc, si vous voulez, tout cela montre que toutes ces activités qui ont été créées, en fait, ont un but. En réalité, c'est d'essayer d'influencer finalement vers la paix la péninsule coréenne. Parce que c'est quand même un point chaud qui nous concerne tous dans le monde. Voilà. Notre fondatrice leur a parlé, elle leur a donné aussi un message très spirituel, elle n'a pas parlé, elle n'a pas ménagé ses paroles, elle est comme ça, voilà, elle leur a parlé de Dieu, etc. Et bon, voilà, c'était donc son discours de fondatrice. Et voilà, moi je vais arrêter là, et je pense que Patrick va donner un petit témoignage personnel. J'invite maintenant Patrick. Oups. Ah, tu n'as pas de photo. Patrick va nous donner un petit témoignage. Et bonjour à tous et à toutes. Oui. Tu as aussi ton oui. Ok, voilà. Comment allez-vous? Leur Excellence. Et aussi l'ancien ambassadeur de... Comment il s'appelle? Juan Federer. Et professeur vénérable. Donc, enchanté de vous rencontrer aujourd'hui. C'est un peu dur de parler après ce que Jacques a expliqué, parce que bon, il a encapsulé tout le message de la raison du sommet. Moi, je dirais rendre possible l'impossible. De voir toute cette diversité de personnes se rencontrer autour du thème de la paix, de parler de Dieu, de la spiritualité, des valeurs familiales. Et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir rassembler toutes ces personnalités très haut niveau, comme vous avez vu, des anciens présidents, des présidents actuels. Et
et donc de partager sur le thème, en fait c'était paix, sécurité et développement humain. On a un grand thème, si vous voulez, pour tous les sommets, mais le thème de Séoul, c'était donc paix, sécurité et développement humain. Et c'était vraiment extraordinaire de voir donc ces personnes venir de tous les horizons, toutes les croyances, tous les partis, si on peut dire, politiques et autres, de venir se rassembler à Séoul. Vous savez, c'est un peu comme où vous partez à l'aventure, parce que qu'est-ce que vous allez faire à Séoul? Parler de la paix alors qu'ils sont encore divisés entre le nord et le sud, entre une démocratie et un totalitarisme assez dur. Et c'est où la Corée? Bien sûr, certains d'entre nous et des invités avaient déjà été à Séoul et ils savaient que dans ce sommet, en fait, c'est comme une grande famille mondiale avec toute sa diversité culturelle, ethnique et de capacité de réfléchir aux grands thèmes d'aujourd'hui. Et donc, on sort de nos soucis, comment on peut dire, personnels, nationaux même et internationaux, et on va dans ce pays. Et on se trouve un peu comme dans l'œil du cyclone, n'est-ce pas, mon cher vénérable? On sort de ce grand cyclone avec des tas de soucis, des tas d'événements qui nous touchent personnellement ou pas personnellement. Et on arrive dans l'œil du cyclone. Vous savez, l'œil du cyclone, c'est la paix, c'est la tranquillité. Et vraiment, quand vous arrivez dans le Lotte Hotel, préparé, aménagé par l'équipe de la fédération, principalement coréenne, c'est extraordinaire. La décoration, tout est à sa place, et tout l'hôtel vous appartient. Donc, vous sentez chez vous, quoi. C'est vraiment fort. Et donc, cet environnement vous permet de sentir libre et léger, d'oublier un peu les soucis des gilets jaunes, des conflits nord-sud, religieux à Jérusalem et autres en Afrique, et de venir là pour vous concentrer sur ce thème de la paix. Qu'est-ce que je peux faire pour la paix? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la paix ensemble? Parce qu'effectivement, ils ont fait ce sommet au Vietnam pour la Corée du Nord et du Sud, mais ils étaient que deux. Donc comment voulez-vous résoudre tout seul, enfin à deux, la paix ou la réunification de la Corée tout seul? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que la fondatrice, avec tout son courage et sa ténacité, investit tout ce qu'il faut pour rassembler ces personnalités qui sont en poste actuellement ou avant, et donc de rassembler leur sagesse, leur expérience, pour voir comment trouver des solutions. Et c'est pour ça que le prix Sunhak de la paix montre des gens qui ont œuvré dans cette direction-là, servir les autres, qui est notre credo, servir les autres, dans mes fonctions, dans mes capacités. Et si on va avec cette attitude, on peut trouver des solutions. Et surtout, Dieu peut nous donner, nous inspirer, quoi faire, comment coopérer. Et donc, il n'y a pas que les discours. Quand vous arrivez là-bas, évidemment, comme M. Parosso, il a donné vraiment un speech fleuve. Mais alors, il nous a tous touchés, quoi. Hein. C'était vraiment très fort et très, très approprié de son ancienne fonction. Et d'autres personnes, les hommes religieux aussi, ont bien parlé. Mais c'est surtout que nous mettons, comme la fondatrice le demande, Dieu au centre, qui est notre créateur à tous. Donc quelles sont les valeurs, les principes qui nous rassemblent? Pourquoi on est là ensemble, êtres humains, avec différentes situations et problèmes dans nos pays? Et donc c'est pour ça que autour de ces thèmes, nous discutons tous, pas simplement dans les discours, mais à table. Donc des fois, vous choisissez, par exemple, je m'assois à côté du vénérable Michel Taochan et son collègue de Belgique que vous avez vu tout à l'heure. Mais à côté de nous, qui va s'asseoir? Eh ben, il va y avoir quelqu'un du Moyen-Orient ou Monsieur Dick Cheney qui se présente. Vous dites, mais c'est mon ennemi, ce gars-là. Mais finalement, il n'y a pas l'atmosphère d'animosité. Et vous vous asseyez et vous dites, en fait, c'est un être humain comme moi. Vous oubliez un peu ce qui a été fait dans le passé et vous découvrez la personne. Qui est cette personne, en fait? Ses idées, tout ça. En fait, il aurait voulu faire comme si, mais ça ne s'est pas passé. Et donc, on crée des liens assez forts. Et j'ai rencontré, par exemple, un Américain qui a travaillé dans le bureau de Ronald Reagan. Moi, je ne savais pas qui il était. On discutait de plein de choses sur la situation du monde. Il dit, mais vous parlez toujours de Dieu, les valeurs familiales, mais comment on peut faire en Amérique? C'est la catastrophe, quoi. Si vous voulez, alors moi j'ai expliqué.
bon, ce que nous on enseigne dans le développement du caractère humain, enfin l'importance de la famille, du couple, dans l'éducation, pour la paix. C'est là qu'on apprend la paix. Et ces gens-là ont perdu les racines. Hein, ils ont, dans leur fonction, ils ont un peu perdu ces racines, cette source, et surtout Dieu, hein, surtout les valeurs. Donc finalement, ils ne savent plus quoi dire, quoi faire, et ils se sentent comme, vous savez, au gré des flots ou des torrents, des tempêtes. Ils font des décisions parfois inappropriées ou catastrophiques. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un lieu familial, où, comme on dit, on lave son linge sale ensemble. Alors c'était vraiment intéressant d'écouter les expériences des uns et des autres, et de pouvoir en fait voir que derrière tout ça, derrière tout ce qui s'est passé chez ces gens-là, il y a quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Et en fait, je me dis, c'est ça qu'il faut trouver. Hein, c'était important. Donc quand j'ai vu cette personne qui est chef de l'armée du bureau de M. Reagan était là, je me suis dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait à ma table ou qu'est-ce que je fais à sa table, quoi. Mais finalement, c'était très très enrichissant et il voulait mieux comprendre ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait et dans quel objectif. Et je trouve que c'est un endroit exceptionnel pour avoir une nouvelle naissance, ou voir une autre perspective. Hein, ne pas voir la paix comme un truc politique, une solution politique comme ils voient tous. En fait, non. Ou économique. Souvent, c'est l'argent qui décide pour qui on va voter. Alors, en fait, non. Hein, on revient aux racines, à notre croyance, à nos traditions. Et c'est ça qui nous fait être humains et surtout d'une famille humaine. Donc, c'était vraiment à la fois vous vous remettez en question vous-même. Je suis remis en question dans certaines de mes activités, mais aussi les gens venaient et me disaient, tu sais Patrick, je suis vraiment désolé, dans ma vie j'ai fait ça et ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il fait comme une confession, disons, entre frères et sœurs, et c'était touchant. On en avait même des fois, j'étais ému, je dis, non, cette personne a la simplicité de me dire des choses, il a fait ça dans sa vie, et en fait, il m'explique les mauvaises ou bonnes motivations, quoi. Donc c'était vraiment extraordinaire, et on a beaucoup parlé de ça avec Vénérable, cet œil du cyclone. Hein, et vraiment, c'est à la fois, pas simplement un cyclone horizontal, mais vertical. Hein, c'est là, quand vous êtes en paix avec vous-même et les uns avec les autres, c'est là que votre conscience, hein, il y a quelque chose qui se fait. Et là, on sent l'Esprit de Dieu travailler. Ça, c'est ça qui m'a touché. La force de la fondatrice ou du fondateur avant, c'est ça. C'est d'amener Dieu là où il n'est pas, si on peut dire. Où on ne le veut pas. On ne veut pas dans la politique de Dieu. Et pas. Donc, effectivement, les quelques paroles qu'elle a partagées, que ce soit au sommet ou même au Washington Times, Segé Times, elle parlait des valeurs. Elle dit, quel est votre rôle maintenant, après 30 ans de médias? C'est de renforcer les valeurs familiales, morales du pays, et vraiment du punch, quoi. Et de l'inspiration surtout. Parce que comment émouvoir ces gens-là, ces grandes personnalités, c'est touchant. C'est vraiment avec le cœur d'une maman, avec le cœur d'une mère spirituelle, on pourrait dire qu'elle parle. Et avec une inspiration qui touche tout le monde. Et par exemple, Madame Adriana Mangiato peut nous dire après, j'espère, cette expérience lors du Sunhack Peace Prize, hein, le prix de la paix Sunhack, a été bouleversant. Hein, cette femme qui a fait fashion modèle, vous savez, qui défile comme ça, puis là, elle nous parlait de ce qu'elle faisait, et elle risquait sa vie pour le faire. On a eu des larmes, hein, n'est-ce pas? Et finalement, on a pu un peu saluer la présidente, hein, Madame Moon, après, quand elle est sortie de la salle. Elle était toute contente, c'était très, très touchant de pouvoir remercier, si on peut dire, la fondatrice qui a permis d'avoir cette rencontre. Et puis par la suite, donc comme vous voyez, il y avait quelqu'un de l'UNESCO qui était là, envoyé directement pour la première fois par la directrice de l'UNESCO. J'y croyais pas trop avec Jacques, j'ai cru que c'était un tremblement de terre qui se passait à l'UNESCO. Et donc finalement, ce Rachel Rivoalan, à un moment donné, il prenait des photos, il filmait même le spectacle et tout, qui était assez long d'ailleurs, un très long spectacle. Et puis il me regarde, me dit, tu sais, ça, vous êtes au niveau des Nations Unies.
lors de l'Assemblée générale ou à l'UNESCO, quand il y a la conférence générale. Alors j'ai regardé, je dis waouh. Donc s'il donne son soutien et s'il affirme cela en tant que l'un des responsables de l'UNESCO, ça veut dire que vraiment on a ce niveau-là, hein, comme on nous appelle label UN. Hein. Donc finalement, quand les gens extérieurs à l'organisation reconnaissent cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Mais effectivement, comme dit le Vénérable, il ne faut pas mettre la tête en dehors. Sinon, on se fait happer par le courant extérieur et expulser. Donc il faut bien garder au centre de notre vie Dieu, les valeurs, et pouvoir ainsi sentir qu'ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Pas seuls et isolés, mais ensemble. Donc ça, c'était une leçon à nouveau, si on peut dire, mais aussi pour moi nouvelle, en rencontrant d'autres personnalités, mais aussi les personnes qui viennent là ne savent pas trop à quoi s'en tenir, mais retournent inspirées, et surtout avec le désir, qu'est-ce que je peux faire de plus? Que vous ayez 20 ans ou 70 ans, vous sortez de là-bas et vous voulez faire quelque chose de plus avec les autres. Donc vivre pour les autres, c'est vraiment le plus important. Et donc voilà, mes quelques impressions, et j'espère que ça pourra vous stimuler vous-même dans votre vie personnelle. Voilà, je vous remercie beaucoup. L'envie d'y aller l'année prochaine? Posez vos candidatures. Voilà. Madame Andrea Mangiato, est-ce que vous pouvez parler quelques minutes? Oui, s'il vous plaît. Bien, écoutez, tout d'abord, merci de me donner la parole. Je me sens très petite, mais en même temps très joyeuse comme une enfant. Et merci pour cette occasion, ces quelques minutes que vous me donnez. J'espère que vous n'allez pas regarder la montre. Patrick Jouan, tout à l'heure, disait c'est difficile de parler après Jacques Marion. C'est encore plus difficile pour moi de parler après. J'ai 0 photo, mais elles sont dans mon cœur, dans mon appareil. Chaque jour, j'ai eu l'occasion, en fait, incroyable de participer à cet événement. Absolument, comment vous dire, les mots me manquent. Mais je vais vous en dire quand même quelque chose. C'est-à-dire que, même si une photo vaut 1000 mots, on a vu de très belles photos, on a vu des gens prestigieux, et je crois que les émotions, il faut les vivre en fait, pour comprendre l'ampleur de ce qui a pu se passer sur ce sommet. Ça a été dit tout à l'heure, je suis donc l'épouse de l'ancien représentant de Madagascar à l'UNESCO, cette grande maison des Nations Unies qui se trouve à Paris, derrière l'école militaire. Et on l'appelle la maison puisque là sont regroupées les 197 nations, en tout cas, qui sont États membres. Et effectivement, quand on a pu assister comme moi au sommet de Séoul, on se sent autrement privilégié. En toute humilité, j'ai eu la grâce de Dieu de vivre des moments exceptionnels dans ma vie, de vivre aussi des moments de douleur, comme toute personne dans sa vie. Et en revenant de Séoul, j'ai envoyé de l'aéroport un SMS à mes enfants en disant « Attendez, une nouvelle femme revient ». Alors je pense que mes enfants ont dû se dire « Oh là là, maman, déjà au quotidien, c'est beaucoup de casquettes ». Je peux vous dire qu'en fait, effectivement, nous avons eu la joie, à travers les différents événements qui ont rythmé ce séjour de quelques jours, qui était extrêmement dense, c'était très riche, parce que nous avons rencontré le monde entier, je peux dire. À l'UNESCO, on rencontre le monde entier, et là, à Séoul, on a effectivement rencontré des représentants du monde entier. Tous les continents étaient là, et les interventions étaient toutes plus touchantes, toutes pertinentes les unes que les autres. Et je crois que là, on a peut-être aussi, enfin je parle de mon point de vue, oublié qui étaient les grandes nations, qui étaient les soi-disant petits pauvres, petits peuples, ou quelles que soient nos échelles de considération, que ce soit politique ou économique. Je peux vous dire que ce sommet-là a été une occasion exceptionnelle de rencontrer l'humanité, d'être au cœur de ce qu'est un être humain. De comprendre que finalement, quand je me suis retrouvée, moi, je ne savais pas que c'était l'ancienne présidente de Sainte-Lucie, pardon. Elle a descendu l'ascenseur avec moi le premier jour où on est arrivé. On venait de déposer nos bagages et on a fait l'enregistrement pour le sommet.
Et avec toute sa simplicité, je n'ai vu que le soir qu'après que j'étais en fait avec cette grande dame. Donc pour vous dire que toutes ces personnes qui étaient là avaient, bien sûr, au moment où il le fallait, endossé leur habit de lumière, leur habit de dignitaire religieux, leur habit d'ancien ou actuel chef d'État ou membre de gouvernement, membre de société civile, mais aussi, je vous assure que l'humanité était présente dans tout ce qu'elle a de plus beau, peut-être aussi parfois dans ses faiblesses. Et j'ai eu le privilège d'avoir le jour même où il l'a fait, parce que c'était parmi les dernières sessions de l'ancien président d'Haïti, son discours, parce que je lui ai demandé, écoutez, on a entendu de très belles choses, mais ce que vous venez de dire, c'est aussi magnifique, pour ne pas dire exceptionnel, parce que tous les ingrédients de la paix, si on met bout à bout tout ce qui a pu être dit lors de ce sommet, je peux vous dire qu'on a peut-être, c'est difficile de dire qu'on a la solution à la paix, ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas on a beaucoup d'éléments qui pourraient vraiment apporter la paix et faire la différence dans ce monde. En ce sens, je suis vraiment reconnaissante envers l'organisation qui m'a invitée, qui nous a invité mon mari et moi, et très reconnaissante de permettre ce genre d'événements, parce que permettez-moi de citer André Gide, puisqu'on est en France, mais il disait tout a été dit, mais comme personne n'écoute, il faut répéter. Et en ce qui concerne la paix, on a l'impression, c'est pas une impression, depuis des millénaires, on a entendu des considérations philosophiques, c'est-à-dire que la paix, la recherche de la paix est aussi ancienne que l'humanité. Les premiers êtres sur Terre, ils étaient peut-être en paix, si on en parlait de l'Éden tout à l'heure, mais ils ont aussi très vite eu un germe mauvais de bagarre, de paix, de bagarre, pardon, et de guerre. Donc il faut comprendre aussi que cette paix que nous recherchons instamment, elle est toujours menacée en permanence par ce mal qui ronge, par l'égoïsme, par les poisons que nos amis orientaux connaissent très bien, qui sont l'avarice, l'égoïsme, l'ignorance, et puis aussi le manque d'amour, en fait, finalement, parce que notre monde manque d'amour. Donc, ce sommet-là aussi était une grande invitation à être plus généreux. On a cité très souvent le courage, moi j'ai entendu très souvent le courage, parce qu'il faut avoir le courage de parler. Et en ce sens, ce Dr Moon a le courage, parce que c'est pas évident déjà en tant que femme de parler, et c'est pas évident aussi, en fonction du pays où on se trouve, de parler. L'Afrique était à l'honneur à travers le prix Sénac, et on espère tous vraiment qu'il puisse éventuellement être récipiendaire du prix Nobel de la paix, pourquoi pas, ou d'autres encore, plein d'autres prix prestigieux, puisque que ce soit le docteur Adesina ou le mannequin somalien, donc Wari Idriss, dans leur action, même si c'est bien sûr grandiose, c'est enthousiasmant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est que des gens comme ça, c'est l'enthousiasme qu'il faut retenir. Chacun a sa part à faire sur cette terre, mais l'enthousiasme de quelqu'un qui a accompli sa part est toujours à prendre, à intégrer pour soi-même. Et nous, quelle que soit la tâche et la vie que nous vivons, nous ici, nous pouvons tous faire quelque chose, faire une grande différence. Donc, j'étais très émue. Moi, j'ai un petit selfie avec Madame Wari Idriss. J'ai un autre selfie avec Monsieur Adesina. Et c'est vraiment des moments qui ont rempli mon cœur et qui me portent particulièrement avec toute cette ambiance exceptionnelle. J'espère que beaucoup d'entre vous pourront participer à cet événement qui se profile déjà de l'année prochaine, absolument incroyable. Parce que là, celui de Séoul 2019 était exceptionnel, enthousiasmant et vraiment porteur d'espérance. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous témoigner en quelques mots. Je ne sais pas quoi dire parce que je sais que je me sens vraiment petite, mais en même temps tellement remplie de bonheur. Parce que en tant que chrétienne, on nous apprend aussi d'apprécier chaque moment, de rendre grâce à Dieu notre Créateur, savoir vraiment ce qu'on doit à qui, parce que je pense que c'est important. Très souvent, on manque d'humilité et on pense qu'on est tout seul à faire tout. Et dans ce genre de sommet, on comprend qu'on n'est pas tout seul à faire tout et que chacun a sa bonne place sur cette terre. Voilà. Et que la paix soit sur chacun d'entre vous. Merci. Vraiment un grand merci pour vos paroles inspirantes. On a encore un troisième témoignage avec une autre conférence que vous avez déjà affichée ici. C'est la conférence sur l'unité des sciences. En fait, c'est déjà la 25e conférence. À un certain moment, il y avait chaque année cette conférence dans le passé. Et puis, Madame Moon, elle a repris cela.
Voilà, le thème de cette 25e conférence a été un environnement sain et la qualité de la vie humaine, en anglais Environmental Health and the Quality of Human Life. Je ne sais pas si j'ai bien traduit en français. Et c'est notre cher ami Monsieur Michel Tao-Chan qui y a participé. C'est pas sa première conférence ICUS. Je le connais surtout dans son habit de religieux, mais je ne connais pas encore son habit scientifique. Et il va nous présenter cela maintenant, s'il vous plaît. Et puis, on a trouvé une photo, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous pouvez le détecter. Oui, voilà. Voilà. Et ici aussi, vous voyez le professeur Montagnier qui a déjà participé pour la deuxième fois et d'autres éminents savants dont vous allez nous parler. Voilà, je vous invite. Je voudrais d'abord remercier Dr Kassoumi et puis Jacques Marion qui m'a lancé, qui m'a donné l'invitation 10 jours avant concernant la conférence, le sommet de la conférence. Puis 2 jours après, il m'a dit « On t'invite également pour ICUS ». J'ai dit oui. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Et pendant son séjour à Séoul, il m'avait téléphoné en disant « Est-ce que tu peux venir faire la synthèse ou le rapport sur ICUS ?» J'ai dit oui. Voilà comment c'est passé. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Lorsque Patrick m'a parlé ce qu'on appelle l'œil de cyclone, à chaque fois que je ne sais pas faire, que je ne sais rien faire, que je ne comprends rien, je me souviens ce qu'on appelle l'œil du cyclone, parce que dans l'œil du cyclone, la vitesse est égale à 0. On est tranquille. Et c'est comme ça qu'on peut réfléchir un peu. Et dès qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, on sortait en posant des questions, pourquoi et pourquoi. Et c'est là que le cyclone vous lance dedans et vous ne comprendrez plus rien. Donc je vous raconte aujourd'hui, même en face de vous, je ne sais pas quoi raconter, donc je me mets dans la situation de l'œil de cyclone. Et voilà. Et ce qui est extraordinaire dans la conférence sur le sommet, c'est que malgré la présence des ministres, malgré la présence des personnalités importantes, j'ai vu Jacques Marion donner le temps qu'il faut et personne n'a pu dépasser. Donc moi, 15 minutes, je n'oserais jamais dépasser. Donc, ICUS. ICUS, c'est quoi? C'est un International Conference on the Unity of the Science. Qu'est-ce qu'on cherche dedans? Donc, je suis obligé de revenir au départ par les fondateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent dedans. Quel est le message réel? En fait, en science, il y a énormément de messages, il y a énormément de disciplines. Comment réunir toutes les sciences au service de l'être humain? Et c'est ça, un peu ça qui est à la base, avant de comprendre les phénomènes, qu'est-ce qui se passe. Et la première conférence de l'ICUS était en 1972. Et il s'est arrêté à peu près vers l'an 2000, avec à peu près 2000 scientifiques et 30 prix Nobel qui ont participé. J'ai pu participer en 1995 en tant que scientifique et philosophe et un peu ce qu'on appelle les sciences paraphilosophie, c'est-à-dire la psychologie, para beaucoup de choses. C'est grâce à Laurent Ladouce et Mike Cook qui m'a invité, donc j'avais débarqué en 95 sur le sujet qui est science et valeur absolue de la science. Et puis quand je suis revenu grâce à Jean-François Moulinet qui m'a
pris au niveau du Sénat sur quelque chose, je ne me souviens plus le sujet, et c'est comme ça que je suis revenu. Donc, AICUS. J'essaye d'être fidèle sur ce que ça présente, parce que si je commence à mettre un peu mon grain de sel dedans, je serais perdu. Donc, dans AICUS, de 1972 à l'an 2000, il y a énormément de sujets. Et surtout, c'est les sujets scientifiques qui essayent en quelque sorte de rallier avec d'autres pensées scientifiques pour aboutir à quelque chose qu'on appelle la valeur absolue de la science, ou les valeurs aujourd'hui qu'on appelle les valeurs universelles. Donc, ça s'arrêtait à l'an 2000. Et si on analyse aujourd'hui qu'est-ce qui se passait, c'est qu'il y a énormément de choses qui comment dirais-je, à la fois science et valeur absolue de la science. Mais l'an 2000, quand j'ai regardé un peu ce qui s'est passé, c'est à partir de l'an 2000, ce qu'on appelle des années noires et des conflits dans le monde. Et on a besoin de quelque chose de plus concret. Et c'est pour cela que le mouvement a fondé, pendant ce temps, Family Federal, la Fédération des familles pour la paix mondiale, la Fédération des femmes, la Fédération pour la jeunesse, les professeurs de World Peace Academy, et puis UPF. Et c'est en 2017 que l'ICUS a repris avec une intention de pouvoir résoudre le problème de façon plus concrète. Et là, on ramène les scientifiques à nouveau. Donc, j'ai pu seulement aller en 2019. Mais quand je suis rentré dans la salle pour la réunion des scientifiques, c'est une réunion que vous voyez comme ça, on ne peut pas se cacher. Hein. Et tout le monde regarde tout le monde, et un des mots de passe, c'est PhD. Hein. Un des mots de passe, c'est pas tous les mots de passe. Hein. C'est PhD, vous avez travaillé dans tel domaine, vous avez fait tel, ça, c'est des choses très concrètes et très scientifiquement fermées. J'ai pu y être grâce à Jacques Marion, mais en présentant des PhD, en présentant les travaux dans des domaines scientifiques costauds. Voilà. C'est pas la robe qui fait le moine. Hein. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? Ben, il faut dire qu'il y a à peu près 20 conférenciers. Et en tout, on est à peu près 60 personnes. Pourquoi 60? Parce que c'est une table, tous les gens viennent manger, il y a 6 tables de 8, donc ça fait à peu près 60 personnes. Et donc, la réunion s'est passée il y a 3 sessions. Je vous donne un peu l'aspect scientifique des 3 sessions. La première. La première session, c'est maintenir la santé dans un environnement stressant. Dedans, il y a 2 sujets. Il y a 2 sujets qui sont discutés. La première, c'est ce qu'on appelle un peu les gigatechnologies. Ça veut dire quoi? C'est développer dans un contexte urbain avec des solutions durables, comme par exemple la création des infrastructures, en intégrant à la fois les systèmes permettant de conserver un peu ce qu'on appelle un peu l'économie circulaire. C'est la première fois où ça apparaît le terme économie circulaire. Avant, en Europe, on parle de ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est-à-dire on réutilise un peu tous les systèmes
tous les systèmes des déchets. Et l'économie circulaire, c'est un peu à une échelle plus grande, où on réutilise tous les systèmes. C'est-à-dire la réutilisation, la reproduction, on produit, puis on reproduit encore, et puis le recyclage, et puis on minimise le maximum ce qu'on appelle wastage, les déchets, d'accord? La pollution en préservant ce qu'on appelle les ressources. Voilà un peu dans la première session. Ben, il n'y a que des Américains qui présentent des choses. Et j'essaye de trouver un Européen. Et j'ai trouvé que professeur Luc Montagnier. Voilà. Et donc, je suis venu discuter avec lui sur beaucoup de choses, ce qui est extrêmement important, que je vous parlerai en conclusion. Donc, dans cette présentation, qu'est-ce qui est important? J'ai travaillé, hein, même un scientifique, mais je travaille beaucoup. Parce que session 3, session 2. Voilà. Dans la première session, ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses qui est important. C'est que la première, c'est dans la réutilisation de l'eau, le système intestinal. Et parmi les différents pays qui réutilisent le système de l'eau, Singapour, c'est à peu près 10%, USA inférieur à 1%, l'Australie 11%, la France, aucun Français ne présente les chiffres, donc je ne sais pas trop. Et il y a une courbe extrêmement intéressante, c'est que à partir, il y a à peu près jusqu'à 1800, toutes les choses qui ont été utilisées ont été ressourcées. Mais aujourd'hui, 2000 et quelques, 96% des produits utilisés ne sont pas réutilisés, ne sont pas ressourcés. Voilà un peu les choses qui méritent de regarder un peu cela. La deuxième session concernant l'écosystème de la Terre et la production des aliments, l'industrie alimentaire. Là, il y a quelque chose que les gens commencent à être conscients, parce que les scientifiques, ils travaillent dans un coin, mais comment les gens sont conscients qu'il faut qu'il y ait, en quelque sorte, prendre soin de la terre-mère. Là, ça n'existe pas beaucoup. Et aujourd'hui, il y a énormément de technologies, d'innovations qui permettent de rénover les terres. Et il y a un grand espoir dessus pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a encore beaucoup de terres qui sont à développer grâce à des nouvelles technologies. Par exemple, moi, je travaille sur le biochar, où on peut commencer à cultiver dans le Sahara, dans le désert, ce qu'on appelle les plantes, des arbres, et également ce qu'on appelle la nourriture pour les bêtes, l'herbe. Et il est presque difficile de supprimer le CO2 et réserver que la température ne dépasse 2,0, etc., etc. Par contre, beaucoup de technologies permettent d'innover à une grande échelle des processus pour pouvoir nourrir les gens. La troisième concernant
la préservation de l'eau et la protection de l'environnement maritime. Il y a quelque chose que je vais vous le dire. Ne soyez pas alarmés par les données. C'est que l'utilisation de l'eau, ce qu'on appelle fresh waters, nous, on ne peut accéder à peu près à 2,5% de l'eau globalement sur cette terre. Accéder, j'ai dit accéder, j'ai pas dit avoir en nos mains. Parce que l'océan occupe à peu près 86,5%. Les glaciers et la neige permanente, 1,74%. Concernant l'eau, c'est qui est l'eau en dessous de la terre, qu'on appelle un peu fresh water, c'est-à-dire qu'on peut boire, c'est 0,76%. Et puis, il y a de l'eau sous terre qu'on ne peut pas boire non plus, ça occupe 0,93%, ce qu'on appelle des saumâtres, avec des goûts, des choses qu'on ne peut pas boire, mais qu'il faut les traiter. Au niveau de la surface, c'est-à-dire qu'on voit et qu'on pense que c'est à notre portée tout le temps, c'est de l'ordre 0,0072%. Ça veut dire que c'est à peu près 1 sur 10 000, ça veut dire à peu près 0,01%. Voilà l'eau qu'on a. Et tout l'idée aujourd'hui, c'est comment faire de telle manière à préserver cette eau. C'est pour ça que souvent on parle de la guerre de l'eau dans les prochaines années à venir, mais c'est une réalité. C'est parce que c'est un denrée très très rare. Concernant le sol, il y a quelque chose qu'on voit développer dans les années futures. C'est à partir de ce qu'on appelle des critères de convention classiques. Aujourd'hui, on va avoir un peu moins de priorité sur ce qu'on appelle la profitabilité. On essaye de voir un peu mieux la qualité de zone, de préserver la qualité de zone, etc., etc. Et on minimise l'énergie qu'on va utiliser. Voilà un peu ces choses-là que dans les années futures, toutes les technologies vont se lancer à l'intérieur dedans. Et la conclusion qui est donnée par Luc Montagny de cette conférence, c'est que c'est la matière qu'on voit, par exemple le plastique dans la mer, des choses dans l'eau, etc., n'est pas seulement une pollution visible. Il y a d'autres pollutions qui modifient en quelque sorte l'écosystème des bactéries, etc., etc. Et qui peut rentrer, si on va encore plus loin, sur ce qu'on appelle épigénétique, qui peut affecter en plus de ça sur ce qu'on appelle l'expression des gènes. Pas les gènes comme on étudie jusqu'à aujourd'hui, mais c'est l'expression des gènes. C'est-à-dire, l'expression des gènes, ça veut dire que, par exemple, quand on est très bon, quand on est souriante, il y a des choses qui peuvent changer ou l'expression de nos gènes, de nos comportements. Alors que si on est très triste, on est pollué mentalement et physiquement, ça peut entraîner ce qu'on appelle des changements au niveau des gènes. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et j'avais demandé à M. Luc Montagny de parler de ça. Parce que finalement, les problèmes tout ce qui est les problèmes de pollution, la plastique et autres, en général, on dit souvent, surtout les gens qui sont au pouvoir, ou les gens qui ont des riches, on dit, mais ça ne concerne que les pauvres. Donc, ils sont moins touchés. Alors que si on parle de ce qu'on appelle cette pollution, ce changement, va pas seulement toucher ce que vous mangez, mais toucher également la génération, votre génération à vous, et les générations futures. Donc, de quelle génération doit-on se préoccuper? Donc, il faut se préoccuper maintenant. Donc, c'est des choses qu'on ne parle pas assez. Puis, on a
un autre dont la conférence est finie. On a bien mangé, on a bien discuté, et puis on a une conférence sur l'air, que je trouve extraordinaire, qui est en complément le soir même. Et on pose la question suivante. Les gens qui travaillent sur l'air posent la question suivante. Chaque jour, nous avons besoin d'1 kilo d'aliments. Chaque jour, nous avons besoin de 2 litres d'eau. Mais chaque jour, on a besoin de 14 000 litres d'air. Si vous n'avez pas d'air, pendant 3 minutes, vous ne pouvez pas survivre. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler de beaucoup de choses sans réellement prendre conscience de l'environnement où on va. Ma synthèse sur tous ces environnements, avant de parler, et que je rejoins un peu l'idée des fondateurs qui ont mis au départ, c'est que tant que nous raisonnons encore que la nature et nous-mêmes n'est pas un, on ne résoudra pas le problème à fond. C'est-à-dire que la nature et nous-mêmes, c'est tout un. Et là, on peut résoudre le problème. Concernant l'organisation, quand je suis rentré dans la salle de conférence, j'ai vu la brochure. Et j'ai vu derrière. Et je me suis posé la question suivante. En Corée, il y a AUKUS. Aux États-Unis, il y a AUKUS. Au Japon, il y a AUKUS. 3 pays. En Europe, j'ai pas vu AUKUS. J'ai vu notre scientifique Didier Guignard. Et c'est ce qui m'a permis de tirer deux conclusions. La première, c'est que il faut faire un lien encore très étroit entre AUKUS et UPF. Parce que UPF, dès le départ, a amené l'aspect de connaissance universelle d'être humain dans l'aspect scientifique. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont présents à l'intérieur du système de pensée, parce que vous savez très bien que les scientifiques, ils ne sont pas aussi ouverts que vous, ou comme moi, mais ils travaillent dans un domaine et ils sont très, très fermés dedans. Bien qu'ils posent la question suivante, mais je fais toutes ces innovations, c'est pour qui? Il vous répondra, mais c'est pour la science. Il ne vous répondra pas, c'est pour tous les êtres humains. Et si on fait des choses pour la science, je ne sais pas, mais ma profonde arse dans l'œil de cyclone, dans tous ces phénomènes, c'est que je sais que la politique est provisoire. Et la science est transitoire, donc ça change. Mais la religion, ça veut dire la foi et l'amour est permanent. Donc, essayons, à chaque fois que vous perdez dans les cyclones, ramener ce que vous faites, c'est pour quel être humain, c'est pour quelle génération, et c'est là où vous ne vous égarez pas trop. Voilà un peu ce que j'avais pensé de cette réunion. Merci. Bon, maintenant, on clôture un peu ce qui s'est passé en Corée, et puis on va regarder dans l'avenir ce qui va se passer en 2019. Vous savez que notre mouvement fonctionne un peu selon le calendrier chinois.
Donc pour nous, on est toujours dans le premier mois. Donc en fait, Monsieur Jacques Marion et Madame Brigitte Wada vont nous parler des projets de l'avenir en 2019 qui commence maintenant et au-delà en préparant 2020. Voilà. Jacques, c'est... Ah, Brigitte d'abord? Ah oui, excusez-moi. Voilà, Brigitte. Bien, je vais essayer. En fait, j'étais pas. Je voulais remercier tous les témoignages. C'était vraiment très très fort. J'étais pas à ce sommet en Corée. J'y étais l'année dernière, au mois d'août, avec Lila, qui était venue aussi. Donc, je peux imaginer combien c'était vraiment formidable. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être pour certains, donc je suis présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et donc je sais que parallèlement aussi, la Fédération des femmes avait organisé une session qui avait réuni en majorité des femmes. Mais bon, notre désir, c'est de travailler hommes et femmes ensemble, tout à fait, et d'avancer ensemble vers les buts communs, en fait, et d'accomplir toutes ces valeurs. Donc ça, c'est important. Pour parler des activités futures, c'est vrai que récemment, ici en France, alors je travaille un petit peu aussi au niveau européen. Donc au niveau européen, en fait, la Fédération des femmes est aussi dans une position de soutenir, ou de, quand c'est possible, la Fédération pour la paix universelle. Hein. On travaille ensemble vraiment très proches. Et donc nous avons eu récemment ici une assemblée générale de la Fédération des femmes pour parler de nos activités futures en France. Et il y a quelque chose qui est revenu, c'est aussi que nous voudrions faire un mini-sommet à l'UNESCO, parce qu'on a pensé aussi qu'on avait tellement de choses à donner. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire seul, mais c'est important de le faire en partenariat. Donc je voudrais vraiment insister, parce qu'aussi la Fédération des femmes veut travailler en partenariat avec d'autres partenaires, non seulement des partenaires féminins, mais vraiment d'autres partenaires. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de mouvements de femmes qui travaillent ensemble dans la diversité et pour la paix et pour l'harmonie. Donc je pense que c'est important qu'on puisse vraiment se rassembler et travailler ensemble. D'ailleurs, je voudrais aussi signaler que nous avons aussi une présidente d'une association qui s'appelle France Euro-Méditerranée et qui aussi organise chaque année le trophée au féminin, qui met en avance des femmes qui ont fait des choses extraordinaires et des femmes de diverses cultures et religions et qui ont fait des choses extraordinaires pour les autres. Et donc c'est important aussi de montrer qu'il y a des femmes qui peuvent aussi avoir un impact, non seulement pour elles-mêmes, c'est important aussi qu'elles prennent confiance en elles-mêmes. Donc ça, c'est un de nos objectifs aussi, c'est de pouvoir aussi aider les femmes à prendre confiance en elles, de trouver aussi cette dignité que parfois elles ont perdue du fait de l'histoire, du fait de leur situation, voilà. Et donc de retrouver cette dignité et aussi cette assurance qu'elles peuvent vraiment apporter une différence aux autres. Donc on aimerait organiser ici, à l'espace Barreau, et j'espère avec le soutien des uns et des autres, une série de conférences sur justement, pas seulement sur la femme, mais disons pour amener la femme à trouver sa dignité en elle et aussi dans la famille, parce que c'est quand même le rôle de la mère est très important dans la famille. Elle est quand même le pilier dans la famille. Donc aussi de parler des valeurs familiales et de son rôle en tant que mère et aussi de son impact dans la société. Donc je pense que ça c'est important et comment nous tous ensemble on peut travailler ensemble. Voilà. Donc ce mini sommet on aimerait le faire autour de peut-être de la Journée internationale de la paix et on avait réfléchi sur le thème de l'enfant et le droit à la paix, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, que la violence, elle est très présente, et que nos enfants sont directement impactés par la violence, qu'elle soit aussi dans la famille, et aussi dans la société, et partout. Donc je pense que c'est un point important qu'on voudrait aussi signaler. Et puis bien sûr, nous avons aussi des services humanitaires, des projets humanitaires que nous aimerions continuer, que nous soutenons, dont un projet qui est soutenir une école au Sénégal, mais ça on le fait déjà depuis des années. Voilà, donc, mais aussi je suis ouverte à différentes idées, à différentes idées, si vous avez des idées que vous voudriez nous apporter. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais pour cette année.
Voilà. Donc je vais donner la place à, à Jacques. Bon, je vais terminer. C'est pour conclure, quelques mots de conclusion. Je vais... Est-ce qu'il est le... je voulais brièvement parler aussi des activités. Je ne voulais pas vous infliger la théorie, mais je rappelle simplement par quelques petites... Pourquoi je rappelle par quelques diapos que je montre souvent, parce que nos activités on fait beaucoup d'activités, mais en réalité, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment la philosophie qui les soutient et qui les sous-tend. Parce que le but, c'est justement pas seulement de rassembler les gens, mais comme tout le monde l'a dit ici, comme Madame l'a dit, comme Patrick, c'est de créer une situation où on peut dépasser les situations problématiques qui sont souvent intérieures, qui viennent de l'intérieur de soi, qui viennent de l'intérieur des pays, etc. Donc c'est pourquoi le lien avec le religieux, le politique, etc., c'est extrêmement important. Et si notre fondatrice insiste, elle parle beaucoup de Dieu, elle parle que de ça pratiquement quand elle parle à ses hommes politiques ou à ses hommes religieux, c'est parce que toujours, on en revient à cette idée que je veux simplement souligner très brièvement, que finalement les valeurs fondamentales que nous cherchons tous, les valeurs de paix, elles ont toutes leur origine, elles sont toutes les religions ont quelque chose de commun. Qu'on appelle ça la bienveillance, l'amour, la compassion, etc. Toutes, elles ont quelque chose de commun qui vient de ce que nous appelons Dieu, qu'on peut appeler de différentes façons. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous de parler de Dieu, parce que c'est une façon de montrer que chacun, finalement, quand on regarde vers le haut, on se rassemble tous. Et plus on peut aller vers le haut, ou regarder en haut, plus on se rapproche. Et qu'on soit des partis politiques différents ou autres, ou de religions différentes, on se rapproche. Et ça, c'est vraiment le but de nos activités. Et c'est pourquoi on va vouloir continuer ce genre d'activités interreligieuses ici, en France. Ça fait partie de nos activités terre à terre, si je puis dire. Et en particulier, pourquoi on insiste sur la famille? Parce que cet altruisme qui est à la base de toutes les valeurs religieuses, eh bien, nous le voyons comme étant essentiellement celui qui devrait grandir dans la famille, qui devrait se développer dans la famille avec les 4 domaines du cœur dont on parle très souvent aussi, cette progression de l'amour un peu égoïste vers l'amour altruiste, qui est en fait naturel à l'homme. C'est pas les saints, c'est pas seulement Mère Teresa ou Gandhi ou ces gens-là qui devraient être, tout le monde, dans la mesure où on peut petit à petit mener une vie familiale apaisée, eh bien, en tout cas, créer des conditions pour mener une vie familiale apaisée, même si nous, on ne l'a pas vécu, parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas vécu ça, mais au moins, on peut créer des conditions pour cela, à travers l'éducation, etc. C'est pourquoi on cherche à promouvoir la famille, toujours, parce que ça fait partie de cet élan naturel que nous avons pour apprendre à vivre pour autrui, et développer un amour parental qui devrait être l'amour de tous ces leaders, en réalité, politiques et autres, cet amour parental qui permet de dépasser les conflits. Voilà, en tout cas, ça, c'est la motivation de notre fondateur, de notre fondatrice, de nos activités à nous et de beaucoup de ceux qui travaillent avec nous. Voilà, donc je voulais juste le rappeler, si vous voulez. Et cette idée que, pour créer cet équilibre, on a toujours besoin, on parle de l'esprit et du corps, c'est cet aspect spirituel, religieux et les politiques. On la rassemble, et pas seulement les politiques, mais les médias, le monde académique, etc. Donc vous voyez, on cherche, à travers la FPU, on cherche à vraiment rassembler ces éléments, à la fois intérieurs et peut-être plus extérieurs. Notamment, le côté académique est important. D'ailleurs, on a mis des livres derrière. Il y a un certain nombre d'œuvres que nous cherchons à traduire en ce moment qui seront très intéressantes sur l'éthique, les normes, les valeurs, etc. que Anna et moi traduisons déjà maintenant, parce que c'est une source de nos activités. C'est quelque chose qui je pense, être très intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc c'est tout ça qui un peu nous motive maintenant. Voilà. Il y a donc les parlementaires pour la paix et les religieux sont comme cette unité, cette sorte de symbiose qu'on cherche à créer entre l'esprit et le corps dans la société. Et c'est ça qui motive nos activités. Alors, très brièvement, parce que Dr Otsuka m'avait dit d'en dire un mot, très brièvement, ce qu'on a fait l'année dernière, vous le savez, certains d'entre nous ont participé. On a donc pas mal insisté sur l'association interreligieuse pour la paix et le développement qu'on avait inaugurée à Vienne.
On a fait ça aussi à Genève, au Conseil mondial des Églises. On a fait ça dans plusieurs pays, en Ukraine, en Israël, en Russie, et on a fait ça en France tout récemment. C'est pour essayer de lancer toujours cette activité interreligieuse. On a eu aussi des sommets importants, parce que le but est justement de rassembler des personnalités au plus haut niveau. On avait donc au Sénégal, on vous en a souvent parlé l'année dernière, l'année 2018 a été une année centrée sur des sommets mondiaux d'envergure importante, avec le président Macky Sall, qui vient d'ailleurs de se faire réélire. On travaille au Sénégal avec pas mal de personnalités. Ensuite au Brésil, un sommet Amérique latine qui a eu lieu à São Paulo. Ensuite un sommet Afrique du Sud, à laquelle j'ai participé. C'est pourquoi j'étais absent de France pendant près de 3 mois l'année dernière, parce que je suis allé à Cape Town, donc un sommet avec Mandela, avec le petit-fils de Mandela, pour le centenaire justement de Mandela. Il y avait donc, on avait invité beaucoup d'Africains, surtout des Africains, donc à ce sommet en Afrique du Sud. Et on a terminé par un sommet très important Asie-Pacifique, au Népal, où il y a eu pas mal de personnalités qui sont venues, notamment plusieurs chefs d'État, etc. Voilà. Donc, c'est pour dire, et en fait, le sommet mondial dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un peu une conclusion, enfin, c'est un peu un achèvement, un accomplissement de cette série de sommets qui a eu lieu et qui se projette vers 2020. En France, on a aussi, dans ces activités des parlementaires, si vous voulez, on a ouvert ça au Portugal, au Parlement du Portugal l'année dernière, et aussi, peut-être vous ne le savez pas, on a fait ça au Maroc. On a eu des liens. On a créé un mémorandum de coopération avec le Parlement marocain. Et ça, c'est le président du Parlement marocain, Malki. Et ils ont d'ailleurs envoyé 7 parlementaires à notre sommet de Séoul. Ils sont au dernier moment, 2 jours avant le sommet, on a reçu un message du Parlement qui disent qu'ils veulent nous envoyer, ils veulent envoyer 7 parlementaires qui sont venus et qui, je pense, ont beaucoup apprécié. Donc, ils sont venus représenter chaque parti du gouvernement, enfin chaque parti de ce pays. Voilà. Donc, ça veut dire, je vous montre ça parce que ça veut dire que c'est des gens avec qui on travaille. On veut travailler aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Alors en France, tout récemment, on a fait cette conférence à Strasbourg. Bon, ça c'était la finale, mais il y avait quand même pas mal de monde qui était venu. C'était le lendemain de l'attentat de Strasbourg, où d'ailleurs le Parlement a été fermé le soir même. On a cru que la conférence allait être annulée, parce que la veille, au soir, il y a eu le fameux attentat de Strasbourg. Et finalement, ils ont réouvert les portes. On a pu avoir cette conférence, c'était donc le 12 décembre. Et avec un certain nombre de députés qui sont venus, etc. Donc, bien sûr, en l'honneur des 70 ans d'anniversaire des droits de l'homme. Et on a fait tout récemment quelque chose qu'on voulait faire un peu plus tôt dans l'année, mais qu'on avait dû repousser. C'est cette réunion interreligieuse. Vous reconnaissez certains d'autres moines scientifiques ici, et il y en a beaucoup d'autres encore qui étaient là. Et voilà, on a fait ça dans l'après-midi. En fait, pour nous, c'est une façon de créer des liens avec ces gens-là. Des gens qui sont de partout, qui sont des musulmans, de vraiment toute religion, et créer des liens habituels, où on est capable d'avoir des liens normaux, d'amitié, au-delà des différences religieuses. Donc, si vous voulez, quand on parle du plan d'action pour l'année, je vais être très bref, c'est ma dernière diapo. Donc, sur le plan interreligieux, on a toujours 3 thèmes en général de nos activités ici. Le dialogue et alliance, c'est le travail interreligieux. Jean-François Moulinet est très actif, comme vous le savez, parce que sur Facebook, il envoie régulièrement les traductions des Écritures mondiales. On a un gros livre, vous pouvez le consulter, des World Scripture, qui est un livre très très intéressant, qui est un livre unique, dans ce sens qu'il rassemble des Écritures de toutes les religions du monde. Et donc on veut pouvoir les discuter aussi dans des réunions mensuelles ici à Barreau. On va continuer ce travail interreligieux. En même temps, le travail famille et société, notamment Madame Lotry, qui est notre MC aujourd'hui, veut organiser des tables rondes ici sur les questions de la famille, sur certaines questions, à la fois la philosophie de la famille, en même temps les choses pratiques, ensemble avec la Fédération des femmes. On voudrait aussi créer une relation, et ça je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vais inviter certains pasteurs chrétiens bientôt ici pour avoir une discussion sur les questions de la famille, pour une coopération justement. Les valeurs de la famille sont des valeurs qui transcendent les églises et qui est un problème qui touche tout le monde.
Et on sent que c'est important de travailler ensemble avec des pasteurs chrétiens sur la question de la famille. Je voudrais inviter, en fait, dans 15 jours déjà pour une première réunion initiale. Voilà. Ensuite, on a quelques grandes réunions importantes qui vont se faire, parmi d'autres, hein, c'est pas du tout exhaustif. On prévoit une conférence à l'UNESCO. En fait, Brigitte en a parlé. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté. On est en train d'essayer d'organiser un plan d'action à ce sujet. On a fait dans le passé plusieurs conférences à l'UNESCO et on voudrait avoir une conférence sans doute fin septembre, autour d'octobre. On va en discuter notamment avec certains d'entre vous ici, si possible. Ensuite, il y aura un sommet important en Albanie, Europe, Moyen-Orient, notamment beaucoup des chefs d'État, ou anciens chefs d'État qui étaient présents à Séoul, venaient des Balkans. Et eux-mêmes sont très intéressés pour continuer cette discussion et ce travail ensemble. On aura d'ailleurs une pré-réunion le 30 mars en Albanie, et il y aura un sommet qui se profile donc, donc à la fin de l'année dans ce pays. Et bien sûr, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous axés vers ce sommet mondial 2020, où il y aura beaucoup d'activités. Je pense qu'on vous donnera un peu plus de temps d'avertissement que 15 jours ou les 10 jours que j'ai donnés à Michel, parce qu'on est toujours un peu la dernière minute. On est le mouvement de la dernière minute. En général, on vous invite 1 mois avant, 3 semaines avant. On est vraiment désolé, mais c'est souvent comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent. Cette fois-ci, on va essayer de faire un peu mieux. Voilà. Donc c'était tout. C'était pour vous. Je voulais terminer ici.